Bonjour et bienvenue dans le studio Les Experts en version déconfinée. On va passer pendant une heure, on va passer en revue l'actualité de la semaine écoulée. On va donc parler bien sûr de déconfinement, mais on va aussi parler de violence policière. Distance physique oblige, 2 experts seulement au lieu de 4 et un seul invité au lieu de 2. Les experts sont justement Vanessa Lullier, journaliste à BX1, bonjour. Bonjour. Et Vincent Liévin, journaliste santé, bonjour. Bonjour. Eh bien, on démarre évidemment avec l'événement de la semaine. C'était le Conseil national de sécurité de mercredi. La conférence de presse a eu lieu un petit peu plus tard que prévu parce qu'il y avait beaucoup de choses, un menu très conséquent et c'était un peu le signe de la liberté retrouvée, la phase 3 du déconfinement. Un sentiment de soulagement s'est dégagé des mesures annoncées et notamment la vie sociale qui a repris ses aises. Exemple avec Marine Hubert et Marjorie Fallinger. Dès lundi, c'est la règle des 10 qui entre dans nos vies. Chaque membre d'un foyer pourra être en contact avec 10 personnes maximum, ensemble ou séparément. Une bulle élargie donc, qui pourra changer de semaine en semaine. Une nouvelle mesure, comprise par certains, mais pas par tous. Je pense qu'on a besoin des mesures, on a besoin des règles à suivre. Et donc si quelqu'un ne suit pas ces règles, alors on sait que oui, vous recevez une amende ou soit cela. On peut laisser aussi aux responsabilités des gens et dire vous faites comme vous voulez. Mais ça, on sait bien que ça va pas bien. On va pas bien en sortir dans ce cas-là. Pour ces 2 étudiants qui révisent en plein air, il était temps de retrouver plus de liberté dans nos contacts sociaux. Mais l'idée d'imposer une bulle n'a pas de sens. C'est la responsabilité individuelle qui devrait primer. Il était temps et surtout que pendant le confinement, il n'y a pas vraiment eu de contrôle propre à ça. Donc sûrement que des personnes ont dépassé la bulle depuis déjà le début du confinement. C'est juste, comme je vous ai dit, la responsabilité de chacun qui voit 4 ou 10 personnes. Si au final, il arrive quand même à contaminer une personne parmi ces 4 ou parmi ces 10, cette personne pourra aussi davantage contaminer d'autres personnes. Dans cette phase 3 du déconfinement, nous retrouvons donc plus de liberté sociale. Mais la distance de sécurité d'1,50 m reste d'application de manière générale, sauf au sein d'un même foyer, entre les enfants de 12 ans et dans votre bulle élargie de 10 personnes. Si vous êtes en contact avec des personnes à risque au sein de votre bulle, là, les mesures de précaution restent conseillées, distance de sécurité, port du masque et hygiène des mains. On va voir si nos experts sont soulagés. Vanessa Lullier, est-ce que ça vous a soulagé ces annonces mercredi ? Je pense que on ne peut que se réjouir de ces annonces. Alors effectivement, pour la bulle des 10, c'est vrai que la bulle des 4, je ne suis pas certaine que beaucoup de gens l'aient vraiment totalement respectée et la respectent encore, puisqu'on est toujours en confinement phase 2. C'est qu'à partir de lundi, cette bulle de 10, a priori, pas de grand barbecue pour dimanche. Mais de toute façon, il va pleuvoir. Mais voilà, on peut que se réjouir de ça, évidemment. C'est plus facile à gérer. On a envie, l'homme est un être social. On a envie de voir les gens, de voir sa famille, de voir ses amis. Et après, c'est parfois aussi un peu difficile de les revoir, mais sans les embrasser. Et ça, c'est encore la petite barrière qu'on doit se mettre pour pouvoir le refaire assez rapidement. Pour la phase 42, celle-là peut-être. Vincent Liévin, de votre côté, vous avez quand même suivi ce dossier au niveau santé. Oui. Est-ce qu'on a été suffisamment vite ou est-ce qu'on va trop lentement ? Moi, je trouve qu'il faut toujours être prudent. Et donc, c'est que certains experts disent est-ce qu'on va peut-être un petit peu trop vite ? Mais ce que je voudrais retenir, c'est que tout s'est bien passé jusque-là depuis le début du déconfinement. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on continue à faire confiance. Alors, c'est vrai que le 4, c'était difficile à comprendre. La bulle de 10... Sans doute que déjà beaucoup de gens faisaient plus que la bulle de 4 et beaucoup de gens font plus que la bulle de 10. Mais ce qui est bien, c'est qu'on fait confiance à chacun. Chacun est responsable de sa vie et de la façon dont il embrasse virtuellement ou pas les autres. Et moi, j'ai envie aussi de continuer à faire confiance comme ça à tous les citoyens. Parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'on n'a pas le choix. Soit on le fait convenablement, soit on a quand même encore ce risque, même s'il se réduit peut-être grâce au soleil et grâce aux UV, il faut quand même rester dans une certaine prudence, surtout vers les personnes de plus de 65 ans. On va voir ce qu'en pense notre invité politique. Je lui demande de nous rejoindre d'ailleurs. C'est Christos Doulkeridis, le bourgmestre d'Ixelles, qui peut passer par où il veut pour arriver jusqu'à sa position d'invité politique. Et on va lui demander tout de suite, Christos Doulkeridis,
Comment vous avez vécu ce moment de ce Conseil national de sécurité? Je sais qu'il y a beaucoup de travail au niveau de la commune, on en parlera, mais est-ce que vous avez senti ça comme une libération? Bonjour tout le monde, oui. Comment ça va? Vous voulez pas répondre à mes questions? Si, bien sûr, Donc comment vous avez ressenti ce moment? Non, une libération, c'est-à-dire qu'on voyait bien depuis plusieurs conseils nationaux de sécurité maintenant que on voyait la direction qui était en train d'être prise. Et puis, c'est vrai qu'il y avait une inconnue, puisqu'au départ, avec le début du déconfinement, tout le monde s'est posé la question, est-ce que c'est suffisamment prudent? Est-ce que... parce que, rappelons-nous, les choses ont été très 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 vite, mais on est passé d'une période où tous les messages allaient vers les hôpitaux, c'est-à-dire une pensée vers les hôpitaux, attention à ne pas se faire déborder, restez chez vous, limitez au maximum les déplacements, un message où tout à coup on a dit allez-y, sortez progressivement, et dès qu'on a dit vous pouvez rencontrer une bulle de 4, on se rendait bien compte que comme beaucoup de mesures étaient quand même de préférence et n'étaient pas des mesures toujours extrêmement claires et fermées. C'était souvent recommandé et pas obligatoire. Voilà, c'était recommandé, c'était pas obligatoire, on doit mettre le masque mais pas partout, et puis bon... Donc les gens, inévitablement, ont, pour une partie en tout cas, une grande partie, absorbé toutes les nouvelles consignes de manière plus large que les consignes elles-mêmes. Personnellement, j'ai donc été très 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 attentif aux 15 jours après les premiers marques de déconfinement pour observer s'il y avait une inversion de tendance qui était vers la baisse donc, et qui a autorisé à commencer le déconfinement. Pour savoir la prudence qu'on devait avoir, parce que de l'autre côté, c'est vrai que pour nous, il y a beaucoup de mesures qui sont prises, avec des recommandations, avec des choses qui sont parfois floues, et de notre côté, avec la police, on doit parfois intervenir, on l'a fait au début, en mettant parfois des PV, ce qui est quand même lourd, hein, c'est pas simple, vous ne le faites plus. Avec un rôle très ingrat, et à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on continue à contrôler tout? Et est-ce que, plus fondamentalement, est-ce qu'un dispositif de déconfinement peut reposer sincèrement sur le fait que tu aies un policier, une policière derrière ton dos à chaque fois pour te rappeler à l'ordre? Si un système doit reposer sur un contrôle systématique, c'est que c'est pas un bon système. Donc, on a un peu relâché la pression sur les contrôles, on est intervenu sur les cas les plus flagrants et les plus graves, évidemment. Et finalement, on a observé que la tendance vers la diminution des hospitalisations, des contaminations, se poursuivait, ce qui a autorisé évidemment le Conseil national de sécurité à aller un pas plus loin, et ce qui aujourd'hui fait en sorte que on voit les choses de manière un peu apaisée, même si on sait très très bien que les endroits qui vont s'ouvrir à partir de maintenant sont peut-être les plus exposants. Donc on doit rester vigilant, c'est ça que vous dites? Je pense qu'on doit avoir ce regard sur les chiffres. Heureusement, il y a d'autres pays qui sont passés par là et qui nous montrent que c'est plutôt prudent. Et en même temps, on sait très très bien que mettre à genoux l'économie, comme on l'a fait, ça a un impact humain aussi très 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 lourd. Et donc, je pense aux artistes, je pense aux indépendants, je pense aux gens, à l'ensemble des personnes qui travaillent dans des établissements de l'ORECA ou du commerce. Ça devenait une tension très lourde. Et donc, maintenant, on va aider, on va soutenir ce processus-là. Il y a des nouveaux phénomènes. Alors, en tant que bourgmestre, est-ce que je suis soulagé? Humainement, je suis soulagé de voir que les chiffres diminuent très fortement. C'est ce qui me soulage le plus. Professionnellement, je ne suis pas soulagé parce qu'évidemment qu'avec toutes nos équipes, on doit accompagner tout ce déconfinement. Et ça crée une pression sur l'espace public parce que, on le sait, tous les messages continuent à dire que tout ce qui se fait à l'extérieur est plus sûr que ce qui peut se faire à l'intérieur. Et donc, tout le monde, forcément, a envie d'être dehors. Les gens, forcément, surtout ceux qui n'ont pas de jardin et tout, ils ont envie d'être à l'extérieur. L'ORECA et les restaurants qui vont avoir nettement moins de tables, qui étaient inquiets à l'idée de reprendre leur activité sans avoir finalement un chiffre d'affaires qui leur permette vraiment de tenir le coup. On va en parler dans un instant. Voilà, on va en parler. La culture veut être dehors. Il y a des gens qui veulent répéter. Le sport veut être dehors. Donc ça crée une pression sur l'espace public que nous devons gérer le mieux possible avec des moyens qui restent très limités. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus, vous, pendant le confinement?
Pas sur le plan personnel, sur le plan... Comme vous voulez. Non, ce qui nous a manqué le plus en tant qu'autorité communale, parfois c'était souvent de l'information. Je dois dire que les conditions dans lesquelles on a dû travailler, on prend une décision mercredi, on reçoit la confirmation concrète des mesures qu'il faut prendre vendredi, et on doit tout mettre en place pour le lundi, avec le week-end entre les deux. Ça a été chaud à chaque moment, et encore c'est le cas maintenant. Donc on ouvre les écoles, on ouvre les commerces. Je pense qu'on ne se rend pas compte toujours de tout le travail qu'il y a derrière tout ça, avec toutes nos équipes, pour pouvoir justement permettre d'appliquer le déconfinement. C'est vrai, vous avez raison, c'est compliqué. Je vais vous donner un exemple sur l'ouverture des restaurants ici, par exemple. Je n'ai pas reçu un seul document, des documents qui étaient en préparation depuis longtemps sur le déconfinement de ce secteur-là. Le fameux guide Horeca. Voilà, par exemple, le recevoir un peu en avance, c'est un minimum impliqué. Moi, je ne dis pas qu'il faut participer à ces discussions, c'est impossible. Mais avoir un minimum, le cadre dans lequel on risque d'avancer, ça aurait pu un tout petit peu nous aider. Et finalement, on a organisé nous-mêmes des concertations avec le secteur, et c'est via le secteur qu'on recevait des informations. Alors, beaucoup d'humilité parce qu'il n'y avait pas de mode d'emploi pour personne. Et on sait très très bien que ça demande énormément de concertation. Mais j'ai une pensée pour les femmes et les hommes qui, au niveau communal, se mobilisent, et vraiment depuis le début de la crise, pour pouvoir être confinés à un moment, et puis déconfinés, et puis produire des masques, et puis ouvrir les écoles, et puis nettoyer les écoles, et puis déplacer dans l'espace public, réorganiser le tout. C'était lourd. Vous diriez que quand on a décidé de déconfiner l'Horeca, on n'avait pas retenu la leçon de quand on a décidé de déconfiner les écoles, parce que là non plus, vous n'aviez aucun élément. Non, absolument. Et donc là, vous vous étiez plein, enfin vous et d'autres, et une semaine plus tard, on fait les restaurants. On aurait pu réfléchir à mieux communiquer cette fois-là. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a une chose qu'on ne pourra pas dire, c'est que les communes se soient plaintes beaucoup, parce que très sincèrement, quand je vois la pression qu'on a eue sur nos épaules, sans soutien particulier depuis le début, on ne s'est pas beaucoup plaint, parce qu'on s'est dit, on doit être loyaux, et dans une crise comme celle-là, on ne peut pas commencer à se plaindre et à être manqué de loyauté. Mais clairement, voir s'accumuler chacune des étapes de déconfinement avec aussi peu d'informations, ou en tout cas des informations qui arrivent tard, on peut comprendre pourquoi ça se fait. À un moment donné, c'est simplement très lourd. Mais à XL, en tout cas, je suis très heureux. Pour chacune des étapes, on est chaque fois parvenu, mais c'est sur le dos quand même d'un travail énorme qui est fourni par nos équipes. Et quand vous comparez la structure, par exemple, de la Belgique et la structure de pays plus centralisés comme la France, est-ce qu'on a l'impression que c'est à cause de notre structure, de ce manque d'information, ou bien à cause juste de l'impréparation de l'État, quel qu'il soit, hein, c'est un peu le cas dans tous les pays d'Europe, qui n'étaient pas nécessairement préparés. Je vais vous dire, moi, le regard critique que j'ai, parce qu'on n'est pas au début de la crise, on est maintenant après 3 mois, et peut-être qu'on peut se permettre un tout petit peu d'avoir un regard critique et à l'exprimer. Je dirais que les principales critiques que je ferais, c'est pour ce qu'il y a eu comme décision avant la crise du Covid. La crise du Covid, comme on le sait, personne n'avait de mode d'emploi. Et là-dessus, je suis plus indulgent sur des petites erreurs ou des erreurs même plus importantes qui ont pu être faites, ou des hésitations, parce que personne n'avait vraiment de mode d'emploi pour savoir comment est-ce qu'il fallait travailler. Par contre, je suis aussi... en tant que bourgmestre, mais voilà, administrateur des hôpitaux publics, les choix qui ont été faits avant, c'est-à-dire la dépendance économique sur le matériel, la question des masques, la question des protections, la question de toute une série de matériaux qui sont indispensables pour pouvoir avoir une santé publique et à gérer ce genre de crise, c'est là que l'essentiel des critiques doit se porter. C'est-à-dire que structurellement, comment est-ce qu'on considère la santé? Comment est-ce qu'on considère le personnel qui travaille là-dedans? Comment est-ce qu'on est dépendant économiquement de pays qui, pour la plupart, sont en dehors de l'Union européenne? Et comment est-ce qu'on peut accepter de se retrouver dans une telle situation quasi d'asphyxie et de faire des choix qui ne sont pas dictés par une vision sanitaire, mais qui sont dictés parfois par le matériel qui est disponible, et qui alors dicte des règles qu'on fait en fonction du matériel qui est disponible. Et ça, je pense que c'est une critique qui est beaucoup plus profonde. L'État fédéral avait décidé que c'était les hôpitaux qui devaient s'occuper eux-mêmes de leurs stocks. Non, il y avait des stocks... Enfin, je pense qu'un État... Je veux dire, la responsabilité de l'État et de la sécurité sociale, ça reste quand même une compétence fédérale importante.
les stocks stratégiques, il y a quand même une autorité au niveau de l'État et le ministère de la Santé là qui doit avoir une vision extrêmement claire par rapport à ça. Cela dit, la critique elle est plus profonde, c'est pas seulement sur la Belgique, c'est une critique de l'évolution de l'Europe et d'une idéologie qui, avec un libéralisme extrêmement lourd, a fait en sorte, enfin je veux dire, on se rend compte aujourd'hui de ce que c'est que de ne pas maîtriser des éléments d'économie stratégique dans un continent comme l'Europe. Je ne le réfléchis même pas au niveau belge, je le dis au niveau européen. Ce n'est pas normal qu'on soit avec toutes les arnaques qu'on a pu assister et cette dépendance à avoir. Je pense que les hôpitaux, et encore maintenant, je crois qu'en termes de médicaments, en termes de matériel médical, en termes d'équipement, et en termes sans doute toute une série d'autres produits, parce que l'alimentation, si la crise durait plus longtemps, on aurait des difficultés analogues, on doit quand même, à un moment donné, ouvrir les yeux et se dire, le modèle général dans lequel on travaille depuis plusieurs années doit être revu de fond en comble. Et donc, pour moi, les principales critiques, elles portent là, sur la gestion de la crise. Évidemment qu'on aura des choses à dire, mais je dirais que là, il y a une dose d'humilité plus importante à faire, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de mode d'emploi. Vincent Guévin. Et à votre niveau, justement, avec la fonction que vous avez au niveau d'Iris, est-ce que vous vous dites, à partir de maintenant, ce qu'on va acheter, que ce soit un masque, que ce soit le matériel, il faut qu'on l'achète en Europe, voire dans les pays plus proches, et puis nécessairement... Je veux dire, moi, en tant que bourgmestre, par exemple, au moment où ça va se faire on a géré la crise au tout début, j'ai fait deux choix. J'ai fait un choix d'abord de dire, nous, on ne va pas travailler sur des masques jetables parce qu'il faut laisser ça au monde médical et au monde hospitalier, et qu'il y avait suffisamment de tension au niveau de la concurrence que pour en rajouter avec des commandes qui viendraient des communes. Et nous avons lancé un modèle de production qui, au départ, était avec des bénévoles, mais qui était extrêmement local. Et donc, j'ai refusé de faire des très grandes commandes qui dépendaient d'office de l'étranger, du coup, parce que les gens allaient sous-traiter. Et on a acheté du tissu dans nos commerces ici, et on a travaillé avec des bénévoles pour pouvoir maîtriser totalement la filière. Et on a acheté parfois des masques, mais encore une fois, dans une filière totalement locale. Mais la question ici, c'est pour Iris. Pour Iris, pour les hôpitaux, pour HIS ou pour Iris, on a une réunion, je veux dire, ce matin, de HIS, des hôpitaux Iris Sud, et d'Iris, c'est-à-dire tous les hôpitaux publics de la région bruxelloise. Et à un moment donné, dans la réflexion, je crois que c'était le président d'Iris qui disait ça, moitié comme boutade, mais moitié comme vraiment dans une logique sensée, de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas pratiquement une société pour tous les hôpitaux publics pour pouvoir maîtriser la production de matériel qui de toute façon sont indispensables pour les métiers qui sont le nôtre. Surtout que les startups bruxelloises ont très bien réagi. Je pense à Spentis, je pense à d'autres qui ont fait des masques, qui ont fait des visières. Il y a eu une dynamique. On a la compétence, mais donc ça veut dire que... Peut-être une idée que vous soutenez. Évidemment. Je pense que là, vous savez, on a perdu 1 an. Moi, j'ai participé, depuis que je suis bourgmestre, à un nombre incalculable de réunions pour travailler sur la fusion des hôpitaux et sur la mise en place de réseaux. Et on a résisté à une pression qui voulait qu'on fasse ça très rapidement, un peu n'importe comment, pour faire des économies dans le secteur médical. Quand je vois la crise qu'on vient de se taper, je me dis quel temps perdu et quel temps on aurait gagné à réfléchir un peu autrement et de manière beaucoup plus systémique si on était dans une logique où on réfléchissait sur la santé publique et qu'on avait réellement une réflexion là-dessus pour pouvoir se dire, tiens, quels sont les modèles et comment est-ce qu'on peut vraiment soutenir ce type de santé publique à une échelle évidemment pas communale, mais à une échelle au moins régionale, en ce qui concerne Bruxelles en tout cas, pour justement développer et faire face notamment à ce type de crise qui pour moi n'est pas la dernière des crises qu'on va affronter. Vous savez que je suis écologiste et donc je suis moi convaincu qu'on risque d'avoir aussi des problèmes écologiques qui vont nous mobiliser peut-être aussi à une échelle très 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 importante dans les années qui viennent, ou d'autres virus auxquels on va être confronté. Et donc, si on ne se prépare pas de manière structurelle à être moins dépendant des autres, on ne va pas tenir le coup. Alors, on va passer à l'ORECA. On en a déjà parlé un petit mot, mais je voudrais qu'on y revienne beaucoup plus spécifiquement. Donc, lundi, ce sera le retour en terrasse. Enfin, il fera froid et moche, donc je ne sais pas si on ira vraiment sur les terrasses. On ira peut-être à l'intérieur. Donc là aussi, du soulagement. Il y a un peu d'inquiétude, notamment chez les cafetiers, avec ce reportage de Christophe Durand et Thierry Duboquet à Saint-Gilles, pas Excel. 1,50 m entre chaque table, des plaques de plexiglas pour protéger le comptoir, la condamnation du bar pour la clientèle. Le Modanova prépare lentement mais sûrement sa réouverture. Non mais voilà,
on sait mettre une table, deux tables, et mettre chaque fois 1,50 m entre. On est très heureux de pouvoir réouvrir, mais en même temps, on est très inquiet parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. On sait comment on a fermé, dans quelles conditions on a fermé, mais on ne sait pas dans quelles conditions on va réouvrir. Cela faisait 3 mois qu'Artine n'avait plus franchi le palier de la porte de son établissement. Un moment particulier qui rappelle forcément des souvenirs et des clients. Oui, ça me fait plaisir. Ce sont des amis de 105 ans. Alors, dis. Ça met un peu de baume au cœur, parce que ça ne pouvait pas durer ainsi, donc... Et puis voilà, de pouvoir revoir un peu ses clients, de se sentir actif, de se sentir vivre. À quelques mètres de là, le Moderne Alchemist a lui décidé de ne pas rouvrir lundi. Le bar à cocktail n'est pas prêt, plusieurs éléments entrent en compte, dont les distances à respecter. Là, si on commence à mettre nos tables comme elles sont d'habitude, d'office on n'a pas, c'est 1,50 m, puisque là vous avez à peine 1 mètre. Une non-réouverture temporaire qui pose des questions auxquelles le Conseil national de sécurité n'a pas répondu mercredi. On attendait des solutions, des aides éventuellement pour la réouverture et surtout pour les commerces qui ne pourront pas réouvrir comme ce sera le cas pour nous parce que les règles sont impossibles à appliquer ici et donc qu'est-ce qui se passe dans notre cas où donc, la réouverture est lancée mais on ne pourra pas réouvrir. Est-ce que le droit passerelle continue? Est-ce qu'il s'arrête? C'est ultra flou. La journée de lundi sera quoi qu'il arrive la première d'une ère nouvelle dans les bars et les cafés, une période au cours de laquelle il faudra beaucoup s'adapter. Alors s'ouvrir, ça va peut-être pas être suffisant pour le monde Horeca, Christos Zoulkeridis, parce que certains ont peur effectivement de ne pas être rentables, que les gens ne vont pas oser venir dans les cafés et les restaurants. Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour ces restaurateurs et ces cafetiers en dehors du droit passerelle qui est déjà est prolongé? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai qu'on a organisé plusieurs concertations avec le secteur de l'Horeca XL, avec les chefines compétentes Audrey à l'Ouest, pour justement entendre un peu leurs sentiments, parce que c'est évidemment les mieux placés. Et depuis le départ, ils nous disent, s'il y a des confinements, c'est vrai qu'on n'est pas sûr d'ouvrir. Alors on parlait à l'époque de mesures encore plus strictes que celles qui sont appliquées aujourd'hui, et qui insistaient sur le fait que les mesures fédérales qui existaient et régionales puissent se poursuivre le cas échéant, même en cas d'ouverture, pendant un petit moment. Alors, au niveau communal, j'ai entendu un peu la même chose de la part des commerces. Et c'est vrai que la première semaine, beaucoup de commerces ont ouvert et c'était pas simple. J'ai entendu des échos plus positifs au fil du temps. Alors, je ne sais pas si pour tout le monde ça va mieux, mais en tout cas, ça a l'air de s'améliorer petit à petit. Pour l'Horeca, je pense qu'on va passer par une étape analogue. C'est-à-dire qu'au début, ce sera peut-être un peu compliqué. Et le météo, malheureusement, pour eux, ça doit être dur d'avoir vu ce beau temps pendant combien de semaines où ils étaient fermés. Et là, ils peuvent ouvrir et bardaf, il fait mauvais. Mais bon, l'été est là et donc ça va aller mieux. Nous allons les aider. D'une part, on leur a envoyé un courrier dès après la conférence du Conseil national de sécurité pour leur dire qu'ils peuvent demander une extension provisoire de leur terrasse. Je pense qu'on doit être dans des logiques de solidarité collective là. On ne peut pas en même temps dire on est solidaire avec les personnes qui travaillent dans ce secteur-là et ne pas faire de gestes. Ça veut dire donc collectivement, alors il y a plusieurs modèles. En tout cas, les modèles qui nous paraissent les plus simples, c'est que s'il y a un emplacement de parking devant l'établissement, on peut le transformer en terrasse assez facilement. On autorise qu'ils puissent demander à leurs voisins éventuellement d'étendre des tables, ce qui n'était pas le cas actuellement, avec l'autorisation évidemment des voisins. Ça, c'est les modèles les plus simples. Après, il y a d'autres modèles qui peuvent exister, qui prendront un peu plus de temps pour les analyser, pour pouvoir répondre à chacune des situations, parce que tout le monde n'est pas dans ce type de cas. Donc, on essaie de travailler très très vite. On a fait un formulaire. On va essayer... Combien de demandes pour l'instant, justement? Parce que la ville paraît de 200. Oui, on en a reçu spontanément avant la crise une 50aine, plus ou moins. On a décidé de les instruire le plus vite possible, celle-là déjà. Et puis, on a lancé le formulaire hier matin. On a déjà, je ne sais plus, je n'ai pas le chiffre exact, pas mal de demandes. Et on essaye que, pour lundi en cours de journée, un maximum d'acteurs aient la réponse. On essaie aussi d'envoyer des équipes pour réserver les espaces devant les établissements. Là, encore une fois, on a un problème avec le personnel, mais quand on est prévenu comme ça, n'oublions pas qu'on a à chaque fois aussi demandé aux communes de faire du télétravail, de faire des dispenses de services, de rester chez eux aussi et de participer à l'effort de confinement, et que le discours du fédéral là-dessus
été un peu contradictoire parce qu'on doit assurer des services au public, genre celui-ci, d'aider le secteur. De faire du télétravail. Non, je dis simplement que non, tout ce qui pouvait être fait en télétravail était très bien. Mais pour les communes, je veux dire, c'est plus complexe parce que on leur demandait à la fois de faire du télétravail et d'être sur le terrain aussi. Et d'être sur le terrain. Qui a soutenu les sans-abri? On a apporté en maraude tous les jours des repas aux sans-abri. Il faut du personnel et c'est pas en télétravail qu'on va faire ça. C'est un des exemples. Donc voilà. Donc, et puis deuxième aide quand même pour répondre, c'est les terrasses. On va augmenter la prime de la région que la région a déjà octroyée. On a eu des discussions pour les aider aussi, parce qu'ils vont avoir des investissements à faire inévitablement pour la réouverture, et un petit coup de pouce. Alors, on a beaucoup de commerces, donc on ne sait pas non plus... mais on a débloqué un budget à ce stade de 2 millions pour le commerce et pour l'ORECA, ce qui est quand même un montant très important, parce on veut aussi soutenir la culture, on veut soutenir le sport, on veut soutenir... l'aide à la jeunesse. Pour chacun, quoi. Non, mais 2 millions d'euros, ça permet quand même d'être dans, je l'espère, en tout cas pour l'ORECA, dans des montants qui pourraient être d'environ 1 000 euros par établissement. Quand la région en mettait 4 000, à l'échelle de la région et du budget. Une fois oui, c'est ça. Mais voilà. Vous, c'est après, 1 000 euros pour aider à la reprise. Vincent Liévin. Est-ce que vous trouvez que depuis le début de la crise, la relation que vous avez, parce que le bourgmestre, c'est vraiment la meilleure relation de proximité avec les citoyens, ça a changé? Est-ce qu'ils sont reconnaissants de ce que vous faites, ou ils ne savent pas que vous faites ça parce qu'en fait, ils ont l'impression que tout vient du fédéral ou de la région? Est-ce que ça a changé quelque chose? On ne s'est pas beaucoup posé la question. Ce qu'il y a, c'est que je pense que personne ne sait exactement ce qu'on a fait, parce que d'abord, on a peu communiqué, parce que c'était à un moment donné, on avait même préparé un texte pour dire voilà les mesures qu'on a prises, et on ne l'a même pas envoyé parce qu'on s'était dit... On voulait être cohérent, on n'allait pas envoyer des gens mettre dans les boîtes aux lettres, alors qu'on demandait de rester chez soi. Il y a un petit côté ingrat avec ça, mais c'est pas grave, on a fait notre job. Mais on a essayé de travailler sur toutes les urgences. Et au début, j'ai parlé des sans-abri tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas rien comme job. Préparer des masques, apporter des repas aux personnes isolées, les personnes les plus âgées. Ça a été tout de suite. Ouvrir un numéro vert pour répondre aux questions qui étaient posées par les citoyennes et les citoyens, pour des démarches administratives ou autres, pour avoir aussi parfois un écho, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes isolées. On doit se rendre compte aussi. Alors, organiser la solidarité. Moi, à un moment donné, j'ai joué presque... j'avais des demandes d'un home, d'une maison de repos qui disait on n'a plus de masques. Parfois, c'était l'hôpital qui n'avait pas de protection et de visière. Donc, on a envoyé des protections avec du plexiglas. Vous étiez l'interface finalement entre on avait un petit stock de masques chirurgicaux, on les a donnés aux médecins généralistes. On avait un petit stock de plexiglas. On a d'abord évidemment équipé toute la commune et les services qui étaient en contact avec la population, et le reste, on s'est dit on le donne à l'hôpital. C'était bienvenu. L'hôpital a parfois aidé la maison de repos, et donc on a fait... l'avantage là du bourgmestre, c'est qu'il est en contact un peu avec tout le monde et qu'on a fait des jeux de... Et finalement, il y a une chose qui était quand même magnifique pendant cette période, c'est que des procédures qui parfois prennent des mois pour des choses super simples et super évidentes pouvaient se décider très très rapidement. Ça a fait du bien aussi de se dire que parfois l'urgence, elle te montre aussi, et là, avoir des femmes et des hommes qui sont sur le terrain, et qui peuvent décider rapidement et qui peuvent se dire on y va, on le fait maintenant. Vanessa Lullier, une dernière question sur ce dossier. Pour revenir sur l'ORECA, vous disiez tout à l'heure qu'on n'allait pas avoir un policier non plus à chaque fois derrière nous en se disant est-ce qu'on peut faire ou est-ce qu'on ne peut pas faire. Là par contre il y a quand même certaines règles aussi qui sont assez strictes. Vous avez des zones quand même à Ixelles qui sont des lieux de fête bien connus, la place Flagelle, cimetière d'Ixelles. Ça doit fermer donc à 1h du matin. Est-ce que là il y a des contrôles qui vont devoir être faits ou est-ce que la police va vérifier la distance des tables de la terrasse au Belga où souvent on ne peut même pas passer si on a C'est très important ce que vous dites, et pour moi, je parlais de solidarité tout à l'heure, mais la solidarité, elle ne peut pas être unilatérale. Aujourd'hui, et dans des périodes de crise, je dirais quand même en dehors des périodes de crise, mais en particulier dans les périodes de crise, tout le monde doit comprendre qu'on doit faire des efforts. Nous faisons des efforts pour soutenir l'ORECA, pour pouvoir avoir de la place sur l'espace public. On le fera aussi pour la culture, on le fera aussi pour le sport. Mais il faut aussi que l'ORECA comprenne qu'être sur l'espace public ne peut pas lui appartenir.
que sur l'espace public, c'est aussi la tranquillité à partir d'une certaine heure. C'est aussi le fait que d'autres personnes puissent passer sur le trottoir, même quand on a une mobilité réduite, même quand on a une poussette. Donc là, cette demande de solidarité, elle doit être multilatérale. On a, avec chaque autorisation qu'on va octroyer, on demande aussi aux personnes de signer un engagement qu'ils vont avoir une attention sur la question de la propreté, sur la question de la sécurité, sur la question de la convivialité avec le secteur. J'espère, moi, qu'on ne devra pas intervenir, comme on a dû trop souvent le faire, avec la police pour pouvoir contrôler ça. Je sais qu'il y a des tenanciers et des tenancières qui sont spontanément très attentives à cette préoccupation-là, c'est-à-dire à se dire, on prend contact avec le quartier, on essaie de faire des horaires, parce que 1h du matin, c'est l'horaire maximum et à l'intérieur. Les horaires dans le règlement de la commune, c'est minuit 30. Et je pense qu'il ne va pas changer. Et je dirais même que dès lors qu'on fait un effort, peut-être que certains responsables d'établissement peuvent aussi se dire qu'en semaine, ils peuvent faire des horaires plus réduits que ce qu'ils vont se permettre le vendredi et le samedi. Parce qu'il y a un équilibre. Et si on veut, parce que c'est un modèle qui va exister pendant toute la période de la phase 3 et la phase 4, c'est-à-dire vraisemblablement jusqu'à fin août, il est extrêmement important que les efforts soient des 2 côtés ou des 3 côtés pour qu'on puisse tenir la route et que chacun puisse s'y retrouver. Je vous propose à présent de venir à notre galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. Je vais vous demander d'en choisir un ou une qui vous inspire en bien ou en mal. On va commencer par le prince Joachim de Belgique, Covid positif après une fameuse nouba en Espagne, Michael Verschuren, éjecté de la direction du Sporting d'Anderlecht, Thierry Detienne, candidat plus acceptable apparemment que Zakia Katabi à la Cour constitutionnelle, ou Anne Soupa, une théologienne candidate au poste d'archevêque de Lyon, une première. Alors le prince Joachim, Michael Verschuren, Thierry Detienne ou Anne Soupa, qui choisissez-vous? Vous voulez parler de qui? Peut-être que le féministe que je suis va choisir la candidate archevêque, même si je trouve qu'on a... Enfin voilà, ce sont des affaires religieuses et je trouve qu'on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. On est parfois surpris sur... il y a des choses qui sont décidées à un moment donné avec un débat public qui existe il y a plus de 2000 ans et qui repose sur un certain nombre d'équilibres et de valeurs. Et c'est parfois surprenant de se dire que 2000 ans après, on reste sur des principes qui sont pas très facilement explicables de manière rationnelle ou même autrement, pour se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas avoir ce type de fonction? Alors, je prends cet exemple-là, mais on peut le prendre pour plein d'autres, hein, et sur la place des femmes dans plein de domaines de la société aujourd'hui. Moi, je trouvais ça aussi intéressant dans le cadre de la crise, c'est qu'on a vu que dans le monde médical, le nombre de femmes avec des compétences merveilleuses qu'on met en avant, ça, c'était superbe. Et aussi dans la diversité. Je trouvais ça assez fabuleux de se dire, voilà, il y a tous des gens et des personnes qui, effectivement, sont là, travaillent, ont des responsabilités, ont des compétences qu'on ne voyait pas toujours. Ça, c'était positif. Donc, voilà, le choix. Anne Soupa, donc on verra si elle va être élue, ou désignée en tout cas. C'est une challenger, hein, une challengeuse plutôt pour l'instant. 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi, laquelle vous a énervé. Tout d'abord SpaceX, la première fusée privée habitée qui est partie en début de semaine. Les rodéos auto et moto dans la ville dont on a beaucoup parlé. Le chat Lee qui ne sera pas euthanasié finalement, ça a fait beaucoup d'histoires du côté flamand. Le kidnapping sur fond de drogue et de terrorisme d'un enfant de 13 ans ou ces 211 emplois perdus chez D'Ieteren. C'est là que je me rends compte que j'ai pas eu beaucoup le temps de regarder l'actualité ces derniers temps. J'ai pas tout suivi. J'ai eu l'information de D'Ieteren. Simplement parce que le directeur, ils sont Excel, leur siège social était Excel. Et le directeur m'a appelé le jour où ils avaient pris la décision de communiquer sur ces décisions, avec un message qui était, voilà, on est sur le territoire d'Ixelles et donc on veut vous informer. Peut-être qu'il y aura des conséquences par rapport à la communication de cette décision. Mais on est conscient comme secteur qu'on doit sans doute faire des évolutions et faire des investissements un peu différents et qu'on est un secteur qui, s'il se repose essentiellement sur l'automobile, évidemment va dans une impasse et que la tendance n'est pas celle-là. Je crois que c'est... je ne vais pas juger parce que je ne connais pas le dossier direct et je n'ai pas eu les détails évidemment. Simplement,
on doit, là aussi, dans tous les secteurs, être capable d'anticiper les choses. Et ça, c'est très très important. S'il y a un vrai job des leaders féminines, masculins, c'est d'être capable d'anticiper. Et clairement, on voit bien qu'il y a une modification des comportements, il y a des conséquences de certains choix qui ne tiennent plus la route. Et donc, parfois, le secteur automobile a très 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 fortement tardé à faire son évolution. Et finalement, on s'accroche à certains modèles, alors que si on avait anticipé et si on permet d'accompagner ça et de faire les choix de transition le plus rapidement possible, on n'est pas obligé d'avoir les conséquences sociales telles qu'elles peuvent être présentées et telles qu'on les aurait là-bas. Donc je crois que c'est peut-être une bonne nouvelle, je ne sais pas la porte d'emploi, mais je veux dire, le fait de vouloir faire des transitions, peut-être de transformer, c'est peut-être aussi une bonne nouvelle. Je dirais, il est temps. Mais en tout cas, c'est clair que dans ce domaine-là, comme dans plein d'autres domaines, on doit nourrir ce sens de l'anticipation et oser parfois faire des choix de transformation. Alors lundi, on va élargir l'ouverture des primaires à de nouvelles classes. Et mardi dernier, on avait élargi aux maternelles. C'était un grand moment. Enfants aussi partagés avec un grand enthousiasme de rencontrer les copains, d'autres qui étaient plutôt en train de pleurer. Marine Hubert et Béa Broutou étaient devant la porte d'une école mardi matin. Frottez, comme ça. Regardez, il a un grand sourire, il n'a pas l'air effrayé. Comme à chaque rentrée scolaire, cette directrice accueille tous les enfants. Bientôt à la retraite, Martine Samin savoure ce moment avec un enthousiasme qui lui n'est pas masqué. Tellement motivée, j'ai vraiment envie de revoir les élèves, de revoir mes collègues, et on est content de les revoir en tout cas. Ouais, voilà. Même un peu ému. Oui. C'est vraiment une nouvelle rentrée scolaire au milieu de l'année, voilà, avec plus d'angoisse encore qu'une rentrée scolaire normale, je pense. Parce que pour les enfants et pour les parents, je pense quand même qu'il y a un stress supplémentaire. Et pour les petits aussi, cette rentrée particulière a son lot de larmes. Regarde, c'est Madame Amel. Elle est là. Tu viens Ah, viens. Ça va. Allez, ça ira. Ça ira, ça ira. Madame, ça ira. Et puis il y a ceux trop pressés qui se sont trompés de jour. C'est pas aujourd'hui. D'accord. Quoi? C'est papa qui s'est trompé. C'est papa qui n'a pas bien lu la vie. C'est pas grave. Dans la course, certains retrouvent rapidement leur marque. Pour d'autres, ce sont les câlins qui mettent du baume au cœur. Dans la classe de Madame Sophie, seuls 2 enfants sur 21 sont présents. J'ai pourtant contacté certains parents, mais voilà, sans succès. Je n'ai pas réussi à les convaincre. Voilà, leur angoisse était sûrement peut-être fondée ou pas. Chez Madame Jordan, 9 enfants sur 19 sont revenus ce matin. Et très vite, tout le monde reprend ses habitudes. C'est la barre la plus longue. J'ai eu des câlins, j'ai eu des bisous. Parfois des bisous de loin, on sent qu'ils ont appris à faire attention à ne pas avoir trop de contact. Et donc instinctivement, ils sont retournés vers les ateliers qui les rassurent, qui leur permettent une stabilité. Ce sera peut-être l'une des leçons de ce déconfinement, la capacité d'adaptation des enfants, souvent sous-estimée par les adultes. Alors c'est très attendrissant de voir ces moments de rentrée. Vous avez aussi un petit enfant. Oui, oui, oui. Donc ces moments, c'est important. C'était vraiment important d'ouvrir ces maternelles et les primaires lundi. Je pense que c'était très important. Et puis, je veux profiter absolument parce que parfois, les personnes ont l'impression que les enseignants sont restés chez eux à ne rien faire. Et je peux vous dire que je l'ai vu alors directement avec mon enfant qui a 6 ans. Le contact, son institutrice, tous les jours, du lundi au dimanche, en contact, pour essayer de voir qu'il n'y ait pas de décrochage, pour être présent, pour soutenir. Ça a été des moments, je pense, terribles pour les enseignantes et les enseignants aussi. Et ici, la reprise, j'ai assisté à l'une ou l'autre reprise les premiers jours quand on a repris, là. J'étais sur place. Ça faisait un soulagement pour le personnel enseignant, pour les directions, qui était terrible. Et au début, c'est vrai qu'on a maintenu une distanciation physique aussi pour les enfants, pour les plus petits. Je suis content qu'on ait arrêté avec ça et qu'on avait les éléments pour arrêter avec ça. Il ne faut pas le savoir. Non, je ne critique pas. Je dis simplement qu'en voyant les petits, les tout petits surtout, avec cette distance, moi je me souviens ça m'avait choqué de rentrer dans la classe et de voir les petits qui étaient sur leur petit banc à 2 mètres de distance des autres. Ils étaient vraiment un peu quand même effrayés et un tout petit peu là, coincés, alors que d'habitude, ils débordent de vie. Je suis très heureux qu'on puisse reprendre. Alors,
évidemment qu'il y a des peurs de la part de parents. Et je veux dire que là aussi, il faut un peu d'empathie, parce qu'on n'a pas arrêté de dire tout le danger de ce virus. Le fait que les enfants pouvaient être aussi des personnes qui pouvaient être vecteurs. Voilà, c'est ça. On a même dit à un moment donné que c'était des super vecteurs. Que eux-mêmes pouvaient être protégés, mais que c'était aussi des super vecteurs. On a dit que eux-mêmes pouvaient être atteints à un moment donné. Donc, on a entendu tout. Et donc, on ne peut pas, en 15 jours ou en une semaine, se dire que tous les parents doivent comprendre maintenant qu'il n'y a plus aucun danger et qu'on peut y aller et qu'on doit le faire. Donc ça, je trouve que là, la façon dont la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé d'avancer, et le Conseil national de sécurité, en se disant, bon, on va assouplir, mais on ne va pas non plus faire une obligation et sanctionner les parents qui ne sont pas à l'aise avec la réouverture à ce stade, est importante, mais évidemment que l'enjeu, c'est de faire attention aux familles et aux enfants qui sont de côté. Et là-dessus, je suis très fier à XL du travail qui a été effectué avec l'instruction publique, notre chef Romain de Reusme et tous les services. On a demandé vraiment à tous les enseignants, à toutes les écoles, quasiment d'aller chez les parents qui étaient en décrochage, de contacter. On a apporté des ordinateurs, on a installé le Wi-Fi pour que justement on fasse en sorte qu'on n'oublie pas ceux peut-être qui en ont le plus besoin de ce contact avec l'école. Et ça, c'est aussi des efforts. On parlait de ce que fait une commune, c'est aussi ça. Toutes les communes ne l'ont pas fait. Toutes les communes ne l'ont pas fait. Mais quelle est votre présence maintenant dans l'enseignement? Dans l'enseignement maternel, cette semaine, il y avait 55% de présence. Et toutes les écoles n'avaient pas encore ouvert parce qu'on avait dit aussi, attendez, vous nous mettez encore une fois devant quasi la décision accomplie et on doit tout de suite ouvrir. Mais on avait dit, on ouvre à partir avec les écoles qui sont prêtes et avec celles, parce qu'on ne prend pas non plus de risques. Toutes les discussions sont accompagnées de concertations avec les syndicats et c'est très précieux parce que ça nous permet vraiment de checker et de vérifier que toutes les mesures qu'on nous préconise, nous on ne choisit pas les mesures, on prend celles qu'on nous impose, sont bien vérifiées et sont bien concrètes parce qu'il faut que tout le monde soit rassuré pour nos enfants, pour les parents, pour le personnel qui se trouve dans les écoles. Et il faut aussi que les mesures de nettoyage soient soutenables pour le personnel qui doit nettoyer. On ne peut pas, du jour au lendemain, dépasser tous les horaires et considérer que ces personnes doivent être partout en même temps, c'est pas possible. Donc, on avait la plupart des écoles qui ont ouvert cette semaine. Toutes ouvriront pour les maternelles à partir de lundi. Les primaires vont ouvrir, le fondamental va ouvrir, comme c'est prévu, à partir de lundi. Mon fils est à l'école aussi. Voilà. Donc, ça va. Est-ce qu'on pense déjà à la rentrée? Est-ce qu'on se dit déjà comment est-ce qu'on va s'organiser à la rentrée? Il y aura peut-être à ce moment-là 100% des élèves qui seront là. Bien sûr qu'on pense à ça. Et c'est vrai que c'est une des difficultés de la crise. C'est, pour moi en tout cas, c'est tous les jours que je me pose la question. Normalement, j'anticipe bien. Donc, chaque fois, je suis plutôt un stressé de l'anticipation. Et donc, mes équipes le savent. Et j'essaie de prévoir 2-3 coups en avance. Mais là, la difficulté, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on est dans quelque chose de conjoncturel ou dans des choses structurelles? Est-ce qu'on doit faire des investissements pour 2 mois ou est-ce qu'on doit faire des choix pour plusieurs années? Il y a une chose qu'on a décidé, c'est par exemple d'installer beaucoup plus d'endroits pour se laver les mains avec de l'eau et du savon, non seulement dans les écoles, mais un peu partout dans la commune. Donc on va essayer progressivement d'installer des endroits devant la maison communale, devant des administrations, dans quelques endroits stratégiques, des endroits où il y a des robinets, d'eau, parce que on ne va pas tous vivre qu'avec du gel pour lesquels on est encore une fois dépendant d'autres pays. Vous allez installer des toilettes? Des toilettes, alors on a installé des toilettes parce que, essentiellement au départ aussi pour un public qui est le public sans-abri, parce que quand on a dit les gens restez chez vous, pour les sans-abri, vous vous rendez bien compte de ce que c'est. Et donc, comme tous les horeca étaient fermés, on s'est retrouvé dans des situations où les personnes n'avaient plus nulle part où aller. Et donc, on a eu des situations sur l'espace public qui n'étaient évidemment pas confortables. On a installé des toilettes publiques dans 2 endroits, à Flagey, du côté de la porte de Namur. Ça ne se passe pas simplement, parce que malheureusement, on fait face aussi à un public qui, justement, est déstructuré et en difficulté. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit hyper respecté. Mais voilà, on a essayé, mais on maintient cette énergie. On va devoir s'organiser mieux pour pouvoir les nettoyer encore plus souvent. Mais je pense que, structurellement, on doit s'équiper et faire quelques investissements structurels, peut-être d'autres, pour
avoir une hygiène, en tout cas, qui ne sera de toute façon pas négative, quoi qu'il arrive. On aura certainement l'occasion de reparler. Alors, en fin de semaine, on a beaucoup parlé, évidemment, de George Floyd et des conséquences en Belgique. Une fresque dans une déchetterie en l'honneur de George Floyd, un train qui était graffé à Kenbruth, et il y a une manifestation demain dimanche. Décidément, ces violences policières américaines et ce racisme latent anti-afro-américain aux États-Unis relancent même les plaintes chez nous. Lundi, déjà, il y avait une poignée de manifestants qui s'étaient fait entendre place de la Monnaie. On en écoute un au micro de Philippe Jacotte. Ce qui me révolte particulièrement, c'est que ce qui s'est passé aux États-Unis n'est pas une exception. Ce qui s'est passé aux États-Unis me rappelle très vaguement le fait que récemment, Adil, un jeune anderlechtois, si je m'abuse, est mort en rencontrant la police. Ça me rappelle que cette année encore, Mehdi, un jeune basketteur, est mort en rencontrant la police. Ça me rappelle que Dieu merci Kanda, ici en Belgique, dans les commissariats de Anderlecht, est mort en rencontrant la police. Ça me rappelle que c'est des choses qui arrivent énormément et que les policiers sont rarement, voire jamais condamnés. Il y a un très sérieux problème quand des meurtriers ne sont pas condamnés pour des meurtres qu'ils commettent. On veut la condamnation de ces policiers, on veut des peines sévères, fermes. On veut plus de demi-mesures et on n'est pas là pour accepter qu'une fois qu'on aura marché, que la situation redevienne comme elle était. Les blancs, les noirs, même combat ? Blanc, noir, même combat. Quand on meurt sous les coups de la police, la couleur n'a que très peu de signification. Après, il y a des populations qui sont particulièrement ostracisées, ça c'est notre réalité et c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Aux États-Unis, particulièrement, la question de la race, c'est une question qui pèse. Ici, c'est moins une question de race, c'est plus une question de classe sociale, mais le problème est le même. Blancs, noirs, arabes, ils subiront le même sort, chinois, gitans et j'en passe, enfin, peuple du voyage. Le même sort est réservé aux mêmes classes sociales et la police a toujours le même rôle. Alors Christophe Doulkeridis, vous êtes responsable de la police sur la commune d'Ixelles, bon, avec le bourgmestre de Bruxelles, puisque c'est une zone commune, mais est-ce que la police fait bien son boulot ? Est-ce qu'il y a effectivement des suites quand il y a des brutalités policières ? Est-ce que vous faites attention à ça ? Alors, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'on fait attention à ça ? On fait très très attention à ça. Et Philippe Claus et moi-même, on est très sensibles sur ces questions-là. Dans l'intervention de monsieur, il y a des éléments sur lesquels je suis totalement d'accord. Je pense que, d'abord, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, qui est juste inimaginable, mais alors avec une autorité politique, avec le président Trump qui... Enfin voilà, c'est inimaginable d'entendre parfois ce qu'une autorité aussi importante peut donner comme information et comme message. Il jette de l'huile sur le feu. C'est vraiment la construction de la haine et c'est l'entretien de la haine. Je pense que autant on peut dire... et donc la situation là-bas est particulièrement tendue. Il est essentiel de ne pas simplement se dire « là c'est tendu et chez nous tout va bien ». Et je pense que dans une partie de notre population, il y a un sentiment de ne pas être traité de la même façon que les autres. Mais c'est et un sentiment qui n'est pas... J'y viens. Un sentiment qui est dans beaucoup de cas, malheureusement, aussi une réalité. Je veux parler de discrimination par rapport à l'emploi, par rapport au logement, par rapport à la place dans une société. Est-ce qu'il y a des on peut dire beaucoup de faciès, choses. Par exemple, dans la police avec ça. Écoutez, je peux pas vous l'exclure parce que ce que je sais, c'est que la sensibilisation par rapport à la façon de traiter équitablement les personnes, elle est permanente. J'ai une responsable de ma zone sur Ixelles qui est très sensible sur ces questions-là, au niveau de la police, et qui, avec ces femmes et ces hommes de la police, font un travail quotidien avec des équipes de prévention pour traiter de la façon la plus équitable les problèmes tels qu'ils se présentent. Mais résumer la police aux violences policières est quelque chose de très choquant aussi. Parce que la police joue un rôle social inimaginable dans notre société. Et c'est vrai que je m'en rends davantage compte depuis que je suis bourgmestre que quand on n'a pas ce type de fonction. Je veux dire, qui intervient le soir, la nuit, face à des violences qui existent à l'intérieur des domiciles, à l'extérieur des domiciles, pour préserver la sécurité des gens. L'attention qu'il y a sur les violences conjugales, sur les violences domestiques, sur les violences faites aux femmes, c'est la police qui est le premier acteur, qui est présent et qui essaie de réagir de façon la plus positive. Et on a eu une évolution incroyable sur ces questions-là ces dernières années. Et donc, je pense qu'il faut être correct aussi par rapport à l'image qu'on donne sur la police
Et sur ce que j'entendais par rapport à l'impunité, qui est un élément très très important, on en a discuté d'ailleurs récemment avec et le chef de zone de la zone Bruxelles XL et avec mon collègue Philippe Claus. Il est exclu qu'on accepte la moindre impunité par rapport à des actes qui sont manifestement contraires à un usage proportionné de l'autorité policière. On a eu un cas où directement le chef de corps est intervenu pour dire je suspends ces 2 personnes en attendant une enquête qui doit être faite par le parquet, parce que ce que je vois et ce que je peux observer directement me fait comprendre qu'il y a une attitude qui n'est absolument pas digne de toutes les valeurs que nous partageons avec la police. Et là, c'est le parquet qui fait le suivi. Après, la difficulté que l'on a, parce que parfois on dit c'est la police qui ne réagit pas, mais c'est la justice qui doit réagir. Et donc nous, on ne peut pas en même temps être ceux qui jugeons. Et là-dessus, dans la plupart des situations, c'est la justice qui doit faire le suivi et qui est totalement autonome, et c'est tout à fait normal pour gérer ce genre de situation. Sur la manifestation de demain dimanche, est-ce qu'elle doit se tenir alors qu'on est en période quand même de distance physique ? Ou est-ce qu'elle doit se réinventer cette manifestation ? Je trouvais intéressant la réflexion. Je pense que à la fois la Première ministre et mon collègue Philippe Claus allaient dans ce sens-là. Et je pense aussi que des personnes membres de l'organisation disaient soyons créatifs. Parce que ce qui est important, c'est le message qu'on veut faire passer. Moi, je suis totalement solidaire par rapport au fait qu'il faut envoyer des messages et qu'il faut... Tout le monde doit se sentir concerné. Et quand je dis tout le monde se sentir concerné, c'est pas simplement dire je suis solidaire avec... Georges, je suis solidaire pour regarder ce qui se fait autour de moi et ce qui dépend de moi pour améliorer la situation et éviter que des personnes, partout où je suis responsable, puissent avoir le sentiment qu'elles sont traitées de manière inéquitable par rapport aux autres. C'est ça notre responsabilité. Moi, en tant que bourgmestre, c'est celle-là que j'ai. C'est me dire, est-ce qu'il y a des domaines où je traite différemment une personne en fonction de son origine sociale, son origine ethnique, son orientation sexuelle ou autre. Ce sont des valeurs, la valeur de traiter équitablement, qui sont fondamentales pour moi, pour nous, pour notre majorité. Et c'est cet examen de conscience-là qu'on doit faire chaque fois qu'on dit qu'on est solidaire avec ce qui a pu se passer aux États-Unis. Il ne suffit pas de le dire, il faut encore agir et le faire. C'est un travail concret que les gens attendent, et ils ont raison de l'attendre, et pas simplement des mots. Il faut pouvoir rendre des comptes et se dire, il y a eu tel événement, voilà la sanction qu'on a prise, voilà la réaction qu'on a prise, et être totalement transparent par rapport à ça. Et vous êtes souvent interpellé par des citoyens à ce niveau-là ? On est interpellé, oui, on est interpellé, on rend des comptes. On a eu des rencontres parfois. Et parfois, je suis obligé de leur dire, écoutez, si on intervient, c'est pourquoi ? C'est parce que c'est des voisins qui se plaignent d'incivilité ou d'actes qui sont vraiment pas acceptables non plus. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs ? Dites-le moi. Vous pouvez porter plainte. Je vous accompagne pour porter plainte s'il le faut. Il n'y a aucune difficulté parce qu'il faut faire ça. Parfois, il y a eu des plaintes et donc je me dis, allons-y ensemble. Ou alors, je vais demander qu'on vous accompagne une association et on a le secteur associatif qui est là et qui accompagne certaines personnes, certains jeunes qui parfois ont le sentiment qu'elles sont stigmatisées et que c'est surtout sur eux que ça tombe. Si c'est le cas et si on peut l'objectiver, on le fera. Mais je rappelle que la plupart du temps, quand la police intervient, c'est parce que soit ils ont constaté eux-mêmes, soit quelqu'un s'est plaint de nuisance et qui fait en sorte qu'ils doivent intervenir. Alors on passe à nos coups de cœur à présent. Et on va Voilà, et on va commencer par Vanessa qui nous amène dans une exposition. Oui, alors je vous amène dans une exposition, mais vous pouvez rester dans votre salon, c'est quand même très pratique. Donc en fait, c'est une exposition de photos que la ville de Bruxelles avait mis en place au début du confinement. Ce sont des vieilles photos de Bruxelles. Elles devaient se tenir au Hall Saint-Géry. Alors forcément, avec le confinement, ça va être un petit peu retardé. Donc ils ont mis tout ça à disposition sur Internet. C'est très bien fait. Il y a plein de photos de Bruxelles donc au début du XXe siècle, des rues, des travaux. Il y a toujours un petit commentaire aussi qui accompagne la photo. Et puis l'exposition, elle sera quand même visible en vrai à partir du 1er septembre et jusqu'à la fin de l'année au Hall Saint-Géry. Et donc, en attendant, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la ville de Bruxelles. Et le titre exact, c'est ce que la photo nous raconte, photographie du vieux Bruxelles du début du XXe siècle. J'espère que tout le monde a suivi et s'en souviendra pour le site web. La ville de Bruxelles. Oui, Vincent, vous, c'est pour une bonne action. Oui, parce que, bon, évidemment, la Covid reste quelque chose d'essentiel dans l'après-confinement et beaucoup de gens ont perdu des membres de leur famille. Et en France, une initiative a vu le jour sous l'implication de Sarah Boadi, qui est une figure emblématique
du football féminin français et qui a décidé de créer l'association Gardiens de l'Espoir avec la Fondation 101 et qui va venir en soutien des familles qui deviennent monoparentales, donc avec le décès soit de la maman, soit du papa après le Covid. Et ils apporteront des moyens aux enfants qui doivent continuer à vivre à leur scolarité, voire à payer un loyer. L'initiative n'existe pas encore en Belgique. Et donc je me suis dit, coup de cœur, parce que peut-être qu'il est intéressant, malheureusement nous avons perdu beaucoup de gens dans ces événements et peut-être que ça vaut la peine de voir s'il n'est pas possible de faire la même chose en Belgique. Oui, elle a appelé ça gardien de l'espoir parce qu'elle est gardienne de but. Justement. Voilà, exactement. Voilà, message pour la gardienne de but des Red Lions. Merci Christos Doulkeridis d'être venu ici. Merci à Vanessa et à Vincent. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des experts.